Bonjour à tous, bienvenue sur la page de Jacques Cheminade pour une intervention un peu à chaud par rapport aux événements qui arrivent. On est, pour ainsi dire, de retour à la case départ, confiné, et on a beaucoup de gens qui se posent des questions sur qu'est-ce qu'on va devenir. On a cette urgence terroriste qui s'ajoute. Voilà, beaucoup de Français se posent la question, Jacques, de comment réagir face à ça, comment garder son calme, comment ne pas penser que on va vers une dérive autoritaire. Donc on voulait que tu réagisses là-dessus, et tu voulais commencer sûrement par ces attaques terroristes. Voilà, la parole est à toi. Ben, je dirais bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Face au crime barbare, face au confinement qui nous est imposé, il faut garder son sang-froid et être prêt à agir en gardant son sang-froid. Ne pas céder à une émotion incontrôlée, irrationnelle, dans laquelle on essaye de nous plonger. Alors, par-delà l'urgence sanitaire, par-delà l'urgence attentat, je pense qu'il faut bien voir qu'il y a une urgence internationale. C'est un monde qui est en train de basculer vers des conflits entre États, vers la guerre. Et il y a une urgence nationale. Notre souveraineté se trouve abolie dans ces conditions par nos concessions au mondialisme financier et l'abandon de la politique gaullienne de respect des souverainetés nationales. Et c'est dans ce contexte qu'il faut voir les attentats de Conflans-Sainte-Honorine, de Nice. C'est une série d'attentats. Il faut bien voir les choses. C'est quelque chose qui a été organisé. Et c'est la gestion catastrophique de la crise du Covid, le basculement donc vers un régime autoritaire, de plus dans la confusion administrative. Donc, on a d'un côté, dans cette situation, la négligence criminelle du gouvernement, et de l'autre, une opposition qui est dans l'opportunisme du court terme. Donc, dans ce contexte, il faut garder son discernement, penser en termes d'un futur qui ne soit pas le futur immédiat, du prochain journal télévisé ou même de l'échéance présidentielle. Il faut garder son sang-froid par rapport à une situation qui est à la fois un défi immédiat, mais dans laquelle il faut comprendre les termes dans lesquels elle se pose sur le temps long et appeler aussi le mal politique par son nom et le combattre. Alors justement, cette question du terrorisme, que les gens sont un peu impuissants face à ça. Aujourd'hui, beaucoup de colère se focalise sur la gestion effectivement du gouvernement. Peut-être qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement dans cette situation? C'est quoi la bonne réponse qui éviterait à la fois de stigmatiser et en même temps de ne pas être angélique? Arrêter de faire un certain nombre de choses et en faire d'autres. C'est bien de dissoudre Baraka City, on ferme la mosquée de Pantin, mais tout ça ne sont que des symptômes de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Et quand il y a des lieux où se trament des attentats, où se crée une idéologie, il faut y avoir des informateurs, des indicateurs, comme l'a dit justement un Alain Bauer, pour suivre ce qui se passe. Pas les provocateurs, hein. Trop souvent, on tombe dans un discours provocateur. Non, simplement savoir exactement ce qui se passe. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'autre, c'est que on a vu, et il y a un excellent article du Canard enchaîné cette semaine, je citerai deux fois le Canard enchaîné d'ailleurs pour une fois, à Mantes-la-Jolie, les ultra-religieux ont soutenu la mairie LR après un coup de pouce financier. Donc, c'est le domaine de monsieur Pierre Bédier, c'est son fief, et il a permis que s'installe un établissement, une mosquée dans la commune de Carrière sous Poissy. Et évidemment, il y a eu des enveloppes, il y a eu une complicité pour obtenir les voix de cette communauté. C'est très dangereux, c'est un jeu qu'il faut arrêter. Des municipalités socialistes l'ont fait, même des municipalités communistes, différentes sensibilités politiques. Le centre, je ne voudrais pas citer des exemples, mais il y a de l'UCI aussi, il y a des exemples. Bref, il y a à Marseille également. Bref, cette politique où on joue avec
le feu doit cesser. Et c'est une chose qui est beaucoup plus importante qu'une action directe de la police après les événements. Il faut mener cette action, mais il faut la mener, disons, avec un amont, une politique où on ne fait pas un certain nombre de choses qui entretiennent le climat, qui entretiennent l'environnement dans lequel ces choses se passent. Alors évidemment, il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut voir à quelle idéologie nous avons à faire face. Pour cela, évidemment, les frères musulmans et les salafistes. Les frères musulmans, ce sont les écrits d'Hassan el-Banna en 1928 en Égypte, et en particulier l'épître du djihad. Donc on dit que les frères musulmans sont pacifistes, que c'est une sorte de réserve, mais dans leurs écrits, on voit bien que le djihad est envisagé. Ils se plaisent à citer le fameux élément sans doute altéré du prophète Mohammed, dans lequel il dit quiconque meurt sans avoir combattu et sans avoir jamais eu le désir, sans avoir eu le désir de mourir, meurt sur une branche d'hypocrisie. Donc, c'est terrible parce que c'est cette recherche de la mort pour défendre un ensemble de choses qui est le rêve comme le dit, comme disent les écrits des frères musulmans, le rêve d'une tamine planétaire, c'est-à-dire une sorte de califat planétaire. Et cela n'a jamais été combattu dans les termes où c'est posé. On a fait des compromis, on a fait des accords d'ici ou là, et on n'a pas voulu voir non plus le Tawtin, qui est ce qui est prévu pour les pays européens, en particulier pour la France, la pénétration et la domination. Puis d'autre part, il y a les salafistes, qui sont dans l'origine des quiétistes, mais qui sont une idéologie venue du désert et qui est un dévoiement de l'islam classique, traditionnel. Alors ça, c'est une première couche, c'est-à-dire le combat contre cela, à la fois au niveau des idées, et évidemment, on a une Marlène Schiappa qui a dit qu'il fallait faire des unités, comment a-t-elle dit, des unités de discours républicains contre les salafistes. Tout ça, ces discours, ça ne mène nulle part. Les gens savent très bien. Ce qu'il faut, c'est des actes concrets en faveur du développement de notre pays, créer de l'emploi, développer les banlieues et avoir une politique qui permette d'éradiquer les bases de cette idéologie et en même temps de la combattre sur le plan des idées, mais pas en tenant des discours républicains auxquels, compte tenu du comportement de la République, beaucoup ne peuvent pas croire, mais en allant au fond des choses, à la fois sur le respect des êtres humains et le développement économique. Alors, je continuerai en disant qu'il y a dans l'islam un courant qui représente par exemple quelqu'un comme Rachid Benzine en France, qui est un Marocain qui a un islamologue marocain qui dit il y a un racisme musulman. C'est pas l'islamophobie, hein, c'est un racisme anti-musulman. Donc, il ne faut pas mettre le débat sur le plan des religions. Il faut le mettre sur le plan du développement mutuel, du dialogue des cultures, du dialogue des civilisations. Et il y a même, il y a aussi, d'ailleurs, comme dans toutes les religions, dans toutes les grandes idées, au sein de l'islam, Jawad Saïd, qui est peu connu, au moins peu connu dans la presse et dans les médias, qui est la voix d'un islam non violent. Donc, il faut absolument donner au connaître aux gens ce qui se passe réellement et ce qui est en jeu. Alors ça, c'est la première couche. Mais il y a une deuxième couche qui est encore beaucoup plus importante. C'est la manipulation par l'Empire britannique de ces milieux. Alors ça commence très tôt avec Hassan el-Banna et d'autres. On manipule ces milieux islamistes, entre guillemets, dévoyés, contre le nationalisme arabe, contre Nasser, par exemple. Et il y a les écrits de quelqu'un qui était un disciple d'Hassan el-Banna, qui est Sayyad al-Koft, qui, lui, développe tout à fait ses idées. Il a été d'ailleurs, Saïd el-Koft a été d'ailleurs pendu dans l'Égypte de Nasser, ce qui était une erreur, parce qu'il ne faut pas répondre à la violence par la violence, mais par la non-violence. La troisième couche, je dirais, de cet empire britannique, ou la deuxième ou troisième couche, c'est, disons, la manière dont des gens
tous les gens de l'idéologie, de la conception de la géopolitique ont manœuvré. Cette conception géopolitique où le gagnant doit rafler toute la mise en jouant les autres les uns contre les autres a été jouée tout le temps par l'Empire britannique. L'Empire français l'a parfois imité, mais c'est l'Empire britannique qui est la matrice, dans lequel les gens comme Alfred Milner ou Lord Leo Stanner Hamry, par exemple, ont fomenté l'opposition entre les réseaux d'un islam politique contre le nationalisme arabe laïque et particulièrement ayant agité la mouvance wahhabite d'un côté, et de l'autre côté, les réseaux du révisionnisme sioniste de, par exemple, Vladimir Zev Jabotinsky ou de Chaim Weizmann, qui sont agités les uns contre les autres pour pouvoir dominer. Et c'est à ce jeu pervers, destructeur et impérial, qu'on arrive à la situation d'aujourd'hui. Et c'est particulièrement vrai, évidemment, on l'a vu, cet attentat commis par un Tchétchène, c'est particulièrement vrai dans la région du Caucase. Alors, je vais mentionner deux écrits que moi-même j'ai faits et que je considère ayant établi les conditions dans lesquelles ce qui se passe aujourd'hui se produit et ayant appelé à faire autre chose qu'on n'a pas fait. Ce sont les racines britanniques du terrorisme international du 16 décembre 2014, qui était au colloque de l'Académie de géopolitique de Paris à l'Assemblée nationale. Et l'autre, c'est un texte sur le Caucase qui s'appelle Caucase-Russie-Asie, intervention à l'Académie géopolitique de Paris également, du mardi 8 octobre 2013, où je montre comment, dans le Caucase, évidemment, où il y avait une tradition d'un islam soufi, d'un islam non violent, on a implanté la tradition d'un islam wahhabite en violent, djihadiste, pour tenter de fomenter le trouble et de créer les bases d'une destruction de la Russie. Et en même temps, évidemment, c'est la politique du pétrole. Et l'affaire de l'Azerbaïdjan aujourd'hui contre l'Arménie et voulant récupérer des terres du Haut-Karabakh, ce qui est en partie un prétexte, cela fait partie de toute cette stratégie géopolitique pour conquérir, comme le disaient les géopoliticiens, conquérir l'île du milieu, c'est-à-dire le centre de l'Europe, en disant qui contrôle ce centre de l'Europe, ou plutôt de l'Eurasie, qui contrôle ce centre de l'Eurasie, la Mitteleuropa, la Russie d'Europe, et toute cette région du monde-là, y compris les pays comme la Pologne, tout qui contrôle-là contrôle le monde. Et aujourd'hui, cette politique est appliquée aussi contre la Chine. Donc, il faut bien comprendre que c'est dans le contexte de cette politique-là que nous avons eu des personnes, ou on l'a vu à Dijon aussi, venant de Tchétchénie, qui sont des gens violents, des gens qui ont été entretenus dans une idéologie religieuse violente et qui en viennent aujourd'hui à être manipulés, soit par Al-Qaïda, soit par Daesh, soit par différentes formes d'un islamisme absolument dévoyé et terroriste, ou évidemment. Oui, beaucoup de gens parlent d'Erdogan, par exemple. Erdogan, c'est les termes oui, voilà, oui. Parce qu'en fait, beaucoup de gens parlent d'Erdogan en ce moment, mais c'est plutôt un symptôme qu'une cause. C'est aussi quelqu'un qui, de façon opportuniste, a endossé toute la thèse des frères musulmans, et probablement qu'on finit par y croire, et qui rêve d'un califat dans toute la région où l'Empire ottoman se trouvait. Donc, il est en même temps manipulé, c'est ça qu'il faut comprendre, par les forces britanniques qui ont en elles-mêmes coopéré à la destruction de ce califat. Donc, on joue sur les deux plans et on crée une situation dans laquelle le ressentiment, la rancœur d'un Erdogan est joué pour cela. Alors, c'est très dangereux dans ces circonstances, évidemment. Il faut faire preuve de discernement, de faire de la provocation. Quand Emmanuel Macron dit que on a le droit au blasphème, c'est créer une situation où on provoque ces gens. Ça ne veut pas dire que le blasphème ne puisse pas être pratiqué en France. C'est notre loi de la laïcité, notre loi de 1905, c'est la liberté de conscience, la liberté d'expression, tant qu'on ne met pas en cause des personnes en raison de ce qu'elles sont, et la liberté également qui doit aboutir dans un débat public à ce que Jaurès appelait la fin des réprouvés, c'est-à-dire la justice sociale. Et c'est là qu'est toute la clé. Toute la clé de cela, c'est la justice sociale, le développement mutuel, tant à l'échelle du monde qu'à l'échelle de la France. Oui, donc justement, ça nous amène à la question du confinement, parce qu'évidemment, une justice sociale dans un
un monde confiné, c'est pas très très simple. Qu'est-ce qu'il faut penser de de ce nouveau confinement? Est-ce que ça va retarder justement, enfin empêcher le fait d'avoir un vrai développement économique mutuel à l'intérieur du pays déjà et à l'échelle du monde? Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire dans ces conditions? Bah, on crée les conditions d'une destruction économique et d'un saccage social. Et on compense par une véritable, je dirais, diarrhée d'argent fictif qui tourne en rond dans les milieux financiers. Ça ne va pas L'argent du magique tout. oui. Oui, c'est un capital fictif, un argent fictif. C'est-à-dire c'est un argent de banque centrale et pas un argent réel revenant au développement économique, une véritable monnaie euh, qui est une monnaie qui soutient le développement. Vous savez, l'argent n'est rien, c'est ce qu'on en fait qui compte. Et là, on en fait un instrument pour soutenir un système financier qui est en place. Donc, on le voit bien, les sociétés pendant le confinement passé, et sans doute maintenant, les sociétés des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ont fait de très bonnes affaires parce que c'est l'économie réelle qui souffre et elles non. Et elles sont liées aux militaires. C'est ce qu'Eisenhower a appelé le complexe militaro-industriel. Et c'est la complicité, évidemment, entre Silicon Valley, Wall Street et les militaires américains qui ont financé avec leur programme DARPA Silicon Valley. Il faut bien voir le cœur de la chose. Donc aujourd'hui, pour revenir au confinement, on a un confinement dans lequel les écoles, les collèges, les lycées restent ouverts, alors qu'on sait que 50% des enfants sont, pense-t-on, et on a des éléments presque probants de cela, super contaminateurs, sans être eux-mêmes symptomatiques, bien sûr. Il y a des hyper et des supermarchés qui restent ouverts, certaines supérettes aussi, mais on ferme les épiceries, les petits commerces, les restaurants, les bars, et aller dans le métro, ça va très bien, alors que le métro est le cluster idéal, hein, pour que les gens, évidemment, puissent aller au travail. Donc, on peut dire, c'est un confinement, euh, alors certains ont dit un confinement de patron. Non, moi je dirais, c'est plus que ça. C'est un confinement financier destiné à permettre, à faire continuer, faire tourner le système euh, dans des conditions où on peut imposer à la population et l'accoutumer à des mesures de restriction des libertés. Ça, il faut bien voir cet élément-là. Alors, évidemment, dans un premier temps, le confinement était nécessaire. Nous n'avions rien fait. On n'avait pas de masque. On n'avait pas de ventilateur. On n'avait pas d'unité de Connaissance aussi, réanimation. même. On n'avait pas de test. On ne pouvait rien faire. Donc, il fallait le confinement. Mais là, ça devient une habitude, ça devient quelque chose qu'on impose. Alors, on dit oui, nous dit Macron, la France a fait aussi bien que les autres, c'est partout en Europe. C'est vrai qu'il y a des défaillances partout, mais la défaillance de la France est particulière parce que c'est le résultat de décennies de désindustrialisation qui est admise. C'est pas seulement Macron, hein, c'est depuis 40 ans au moins. C'est-à-dire on est en retard dans tous les produits de santé, par exemple les gants chirurgicaux, les respirateurs, les anesthésiens, on est en retard sur tout ça. Il y a une étude de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui l'a bien souligné. On n'a pas les kits de test, on ne les avait pas au départ. Alors que 20% de la production mondiale des kits de test est en Allemagne. Donc les Allemands ont mieux fait que nous. On peut dire ce qu'on veut de l'Allemagne, mais sur ce plan, ils sont mieux faits, je dirais pas, un peu moins mal. Voilà. Et il n'y a pas, je dirais, de réel, en plus, dans ces conditions, il n'y a pas de réelle délibération du Parlement. Certes, on a voté, mais on vote à la va-vite. Il n'y a pas une délibération réelle du Parlement. Il n'y a pas de centre d'isolement. Et évidemment, les chiffres que l'on donne, ne vous confiez qu'à ceux de la réanimation. Ceux-là sont justes et précis. Les chiffres de tests, il y a énormément dans le PCR, le test par écouvillon, de faux positifs. Donc, il faut bien voir ce qu'on parle. On balance des chiffres dans tous les sens, des statistiques, et il faut bien voir ce qu'il y a derrière. Alors, évidemment, il y a un article très intéressant. Encore une fois, je citerai le Canard enchaîné. C'est un article de Didier Assou où il montre comment il y a eu un rapport sur la crise du Covid du général Richard Lizuret, qui avait été confié par Édouard Philippe,
Alors, le document n'a pas été transmis aux missions parlementaires chargées d'enquêter sur la gestion de la crise. Hein, c'est une première chose. Le Conseil de défense et de sécurité, qui est présidé par le chef de l'État lui-même, a privilégié l'information au détriment de la stratégie. Donc, on parle, on informe, mais il n'y a pas de stratégie réelle, vraiment organisée. La cellule interministérielle de crise, qui était installée place Beauvau, hein, pas de locaux pratiques, pas de moyens, et Olivier Véran disposait de sa propre cellule de crise. Et Olivier Véran, dans toute cette affaire, a voulu pousser son personnage et son rôle bien plus qu'assurer notre sécurité, il faut le dire. Et il y a une segmentation, pour être poli, dans les régions, la rivalité entre préfets et agences régionales de santé. Il y a le conseil scientifique. Alors ça, c'est peut-être la pire chose. Le conseil scientifique a été composé d'experts présidés par le professeur Jean-François Delfraissy, mais d'experts qui ont tous été toujours surpris par ce qui se passait. Ils ont dit, on est toujours surpris par la brutalité de ce qui nous attend, surpris par la brutalité qui est en train de, il est en train de se passer quelque chose depuis 15 jours qu'on ne pouvait pas prévoir. Qu'est-ce que c'est que ces experts qui ne peuvent rien prévoir du tout? On peut dire, eh bien, c'est des experts qui, pour beaucoup, sont associés au grands laboratoires pharmaceutiques, en particulier à Gilead, mais aussi à d'autres. Et Gilead, c'est le Remdesivir. Hein. Le Remdesivir, ben, on l'a proposé, Olivier Véran a proposé que le Remdesivir soit administré dans certaines conditions, c'est vrai, et pris en compte par la sécurité sociale. Alors, dans cela, comme dans d'autres choses, on a créé pour la sécurité sociale une situation d'endettement énorme. Est-ce pour, à la suite de cela, dire qu'il faudrait privatiser certains éléments, peut-être tous, de la sécurité sociale? Je pose la question. Je crois que la poser permet d'avoir d'ores et déjà dans son esprit un élément de réponse. Et on voudrait créer 3 crises en France, on s'y prendrait peut-être pas autrement. La première, c'est la communication anxiogène. Hein. C'est terrible ce qui nous arrive, regardez les chiffres, et ça justifie des mesures restrictives et, disons, le mot attentatoire aux libertés publiques. Alors, on crée avec cela les gens qui perdent la raison, qui perdent la tête, qui se mettent à manifester, qui arrachent les masques et qui sont peu, heureusement, en France, mais beaucoup aux États-Unis. Donc, c'est un système autoritaire avec sa contrepartie, le développement de l'irrationalité dans le pays, sera la justification de mesures de police. La deuxième chose, c'est le prétexte à cette restriction des libertés publiques en créant et en profitant de cet état pyramidal que nous avons en France, avec le président de la République, dans une interprétation de la Constitution de la Ve République dévoyée. Les présidents font de plus en plus, eux, tout. Et on a vu Emmanuel Macron tenir, dans sa dernière intervention, un discours qui serait celui d'un ministre de la Santé, dans tous ses détails. Et on voit qu'on crée un commissariat au plan, un nouveau haut commissariat au plan, mais que le plan de relance est décidé par Matignon et l'Élysée, et surtout l'Élysée. Bien. Ensuite, la troisième chose, c'est que les membres du conseil scientifique ont été, comme je l'ai dit, en conflit d'intérêts permanent, tout en gérant le bien public. Donc, évidemment, c'est une France qui se trouve engagée dans ces conditions dans la voie d'un système autoritaire, mais avec en même temps la confusion et le désordre administratif. Donc, nous sommes dans un pays où les éléments fondamentaux qui doivent définir une véritable république sont peu à peu érodés et peu à peu, disons, jetés à la rivière. Donc c'est extrêmement dangereux. Et je ne sais pas si le président de la République en est lui-même conscient, il est possible qu'il ne le soit pas totalement. Je ne sais pas si les Français en sont conscients, mais c'est quelque chose de très grave, et par rapport à notre Constitution, et par rapport à nos institutions. Dans le contexte international actuel,
où, pour assurer notre indépendance, nous avons besoin d'un pouvoir fort, c'est vrai, qui assure notre souveraineté nationale. Mais si un pouvoir fort pour faire le contraire d'assurer notre souveraineté nationale, alors là, non. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, c'est une question de légitimité. En fait, beaucoup de Français se disent que oui, on a besoin d'un pouvoir, mais pas un pouvoir illégitime qui se trompe et qui n'avoue pas qu'il s'est trompé. Il y a beaucoup de Français qui en ont assez de voir en fait des erreurs se répéter sans qu'il y ait de mea culpa et surtout de changement de trajectoire. Donc la question c'est ce changement de trajectoire. Comment tu le vois? Qu'est-ce qu'on peut faire comme changement de trajectoire pour avoir un développement économique réel, que ce soit pas juste dans cette crise là de confinement, on balance de l'argent pour sauver ce qui peut être sauvé, mais on n'a pas de stratégie de long terme de comment on va créer 5 millions d'emplois en France, comment on va en créer 1,5 milliard au niveau mondial. Ça c'est ça la grande question. Nous, j'en profite pour dire que en tout cas nous on a une feuille de route sur cette question-là, mais je voudrais que tu puisses voilà donner un sens de ce que ça donnerait. Il faut, il faut au niveau de notre pays une banque nationale, il faut du crédit public et un haut commissaire au plan qui réunissent vraiment les principaux intérêts de la nation. Une banque nationale, c'est pas une banque centrale comme on les a aujourd'hui. C'est une banque dans laquelle participent au conseil d'administration les travailleurs et les principales forces vives de la nation. Le plan, pareil, a des commissions horizontales, des commissions verticales, les unes par secteur et les autres par sujet. Par exemple, une commission sur l'emploi et une commission sur l'acier. Voilà, deux exemples, hein, par sujet et par secteur. Donc, il faut tout cela. Et ça, ce n'est possible que si on rompt avec l'Union européenne, l'OTAN et l'euro. Cette rupture n'est pas une rupture parce que on est partisan politiquement de cette rupture. C'est une rupture qui est nécessaire pour assurer notre souveraineté nationale et notre participation aux affaires au monde. Parce que de ce point de vue-là, on pourra beaucoup plus vite dire, voilà, la France doit être inspiratrice, elle doit être médiatrice, elle doit être le catalyseur dans le monde d'un accord entre les principales puissances pour rétablir un ordre de développement économique et mettre les États-Unis, la Chine, la Russie face à la nécessité de remplacer la mondialisation financière de la City et de Wall Street, par nature opposée à toute idée de souveraineté nationale, hein, par une politique d'accord entre nations souveraines pour un grand programme dans lequel, dans ce programme, il pourra y avoir, si plusieurs pays sont engagés, certaines délégations de souveraineté. Il ne faut pas non plus être sectaire sur ce plan-là. Il faut être clair. C'est très différent. C'est tout à fait différent. Donc, il faut développer cette politique-là. Alors, évidemment, c'est une politique qui a été pratiquée en Chine comme en Russie pour stabiliser une situation. Par le développement économique, on parvient toujours à stabiliser une situation. Alors qu'aux États-Unis, on est actuellement dans un système, dans cette élection présidentielle, où le candidat Biden n'est pas du tout, ne devrait pas être du tout apte à être un candidat présidentiel, puisque son affaire de son fils est en sa faveur également vis-à-vis de l'Ukraine a été révélée, et aussi les affaires de son fils en Chine, il faut le dire. Donc, dans ce contexte, le New York Post, qui est un journal américain, a publié les histoires de corruption de la famille Biden, qui sont très graves, parce qu'utiliser un poste de vice-président pour favoriser des affaires avec son fils et des affaires financières, c'est quelque chose de très grave. On a accusé Trump de le faire, mais c'est Biden en réalité qui l'a fait bien davantage. Donc, dans ce contexte-là, Twitter a bloqué le compte de New York Post et Facebook a interdit le partage des liens avec l'article. Donc, il faut voir où on en est arrivé quand on parle de dérive autoritaire. La voilà. Et la voilà avec les services de renseignement américains. Ils ont fait tout un travail sur cette question, qui je pense est extrêmement important. Et bien voir que cette dérive américaine ne concerne pas la France en tant que telle, elle concerne tout un système occidental, en particulier les États-Unis et la Grande-Bretagne. Au moment de la Révolution française, Olivier Blanc avait publié un livre qui s'appelle Les Hommes de Londres et qui montre avec beaucoup je dirais, de précision comment cette manipulation avait lieu à cette époque. Eh bien, nous avons une même manipulation aujourd'hui. Et si la Révolution française
n'a pas pu être une révolution exemplaire pour le monde, c'est à cause de ces influences où on jouait à la fois depuis le Royaume-Uni sur, euh, je dirais, les féodaux monarchistes d'un côté et de l'autre sur les révolutionnaires sanguinaires. Et on avait exactement ce qui se passe aujourd'hui avec l'islam et je dirais euh, Israël, dans l'islam entre chiites et sunnites. Bref, comme des fourmis rouges contre des fourmis noires, on jette les uns contre les autres. Et sortir de cela, c'est mon appel d'aujourd'hui. C'est-à-dire d'avoir cette idée que mon ami Lyndon LaRouche et sa femme El Gazep LaRouche avaient eue et avaient développée vis-à-vis de la Chine, d'avoir une politique de développement mutuel dans le monde. Les Chinois l'appellent aujourd'hui les nouvelles routes de la soie. Comme toute chose réelle passant dans la réalité, c'est nécessairement imparfait. Mais l'orientation est parfaitement juste, elle. C'est une orientation d'investir dans les infrastructures, dans le long terme, dans le développement mutuel, et pas dans des spéculations financières de court terme. Parce que dans ces conditions de ce système de Wall Street et de la City, fatalement, on jouera les uns contre les autres, divisés pour régner, pour maintenir un pouvoir injuste, et c'est ce qui est fait aujourd'hui et ce que nous subissons en France. Donc, si vous voulez voir cette question que je vous expose dans les grandes lignes et nécessairement aujourd'hui de façon qui n'est pas suffisamment précise, venez voir nos documents et lisez-les et après créons disons une sorte d'agora où on discutera de ces questions, des vraies questions, sans être prisonnier de notre émotion irrationnelle, émotion justifiée, mais qui ne doit pas être irrationnelle. Et face à ces décapitations, face à ces actes barbares, ces égorgements qui sont faits pour nous plonger dans cet irrationnel, gardons notre sang-froid et répondons au mal par le bien, mais un bien qui ne soit pas faible, qui soit un bien et une non-violence organisée et déterminée. Bah merci Jacques, on va finir sur cette note. Donc j'invite tous les gens qui regardent à aller sur notre site déjà pour voir un peu tous les documents dont on a parlé aujourd'hui pour essayer de se faire un peu une idée plus complète de la situation, de voir les solutions qu'on a dans notre feuille de route. Là j'ai mis aussi un lien sur le dernier article de Dennis Speed, donc qui est notre ami aux États-Unis, pour montrer un petit peu le problème qui se passe aux États-Unis, qui n'est pas le problème juste actuel de Trump et Biden, mais qui a vraiment des racines très très longues dans l'histoire et qui vise à avoir ce choc des civilisations. Le choc des civilisations, c'est vraiment l'ennemi de notre pays en fait et du monde. Donc vraiment se focaliser sur ça, comment arrêter le choc des civilisations, c'est vraiment le plus important. Donc on a tout sur notre site pour aller creuser cette question. Merci Jacques. Si tu as un dernier mot avant d'en finir là-dessus, voilà, c'est à toi. Oui, je dirais, comme en France, on doit donner à notre pays le meilleur de chacun de nos courants de pensée. Le socialisme de Jaurès, le christianisme social, la tradition du sillon, de Marsannier et de beaucoup d'autres. Le gaullisme de rupture qui fait passer la souveraineté nationale avant, disons, l'étrange défaite. Et aussi le mendésisme, qui est ce vieux radicalisme français souvent dévoyé, mais qui, avec Mendès France, avait dans la République moderne ce sens-là. Donc, on doit apporter cela en France pour créer une unité nationale. C'est pas en bellant unité, 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 c'est en apportant le meilleur de lui-même à quelque chose de commun. Et c'est la même chose dans le monde, où le meilleur de la tradition confucéenne en Chine, le meilleur de notre tradition chrétienne, gréco-chrétienne, le meilleur de la tradition indienne des Védas. Tout cela doit constituer une base dans laquelle on aura les preuves par un développement économique mutuel, très concret. Ça ne peut pas être simplement de belles paroles. Et il faut qu'on ne soit ni trop haut dans les nuages, ni trop bas en rasant les pâquerettes. Il faut qu'on soit dans une politique réelle qui soit celle qui réponde aux défis de l'histoire. Et celle-là se définit en pensant avec les yeux du futur et en pensant pour le bien commun. Merci Jacques, on aura l'occasion d'en reparler puisque dans ce confinement, on va sûrement faire pas mal d'émissions en direct comme ça. Donc pour ceux qui nous suivent, restez connectés et on va continuer à en discuter.
Merci Jacques et bon confinement à tous. Merci.